dossier numéro 3, nous allons parler de Monsieur Chat, âgé de 57 ans, que vous voyez en consultation de spécialité de pneumologie, pour une toux et une douleur dorsale gauche assez haut située. On note comme antécédent une hémophilia mineure et une leucémie à tricoleucocyte, 15 ans plus tôt, totalement guérie, et dont le suivi actuellement est arrêté. On ne retrouve pas d'allergie chez ce patient, ni chez lui, ni dans sa famille d'ailleurs, et il vous dit fumer encore, donc de façon active, un paquet par jour depuis une quarantaine d'années. Il a vu son médecin traitant, qui lui a prescrit des antalgiques à plusieurs reprises, et qui lui a fait, devant la toux persistante, une radio de thorax. Vous bénéficiez de ce cliché de thorax, de face et de profil, que je vous laisse le temps de voir. Et puis, on pourrait attaquer les questions. Question 1, précisez votre interrogatoire, lors de la consultation évidemment. Question 2, précisez les éléments déterminants de votre examen clinique, en consultation toujours. N'oubliez jamais, quand vous êtes dans un dossier, de vous caler sur l'endroit où vous êtes, dans une chambre à la visite, aux urgences avec un patient, en consultation de médecine générale ou de spécialité. Question 3, évidemment, interpréter le cliché qui vous est donné. Donc on construit la consultation comme le spécialiste ou comme le docteur. Quelle est votre principale hypothèse diagnostique? Et puis, quel bilan proposeriez-vous si vous décidiez de faire un hôpital de jour chez ce patient? On vous aide. Question 5, vous réalisez une endoscopie bronchique qui, normale macroscopiquement, vous disposez de deux iconographies réalisées lors du bilan en HDJ, interprétez-les. On y reviendra. Question 6, quelle stratégie diagnostique vous paraît la plus adaptée et quelles précautions prenez-vous avant? Et question 7, quelle stratégie thérapeutique faut-il proposer à ce patient? Voilà les autres iconographies dont vous disposez. On y reviendra. Et puis, on va attaquer la correction de la question 1. Alors, quel est votre interrogatoire? Donc, il y a des choses qui sont déjà dans le texte. Ce patient est-il atopique sur le plan personnel? Toujours l'allergie familiale. On parle ici de l'interrogatoire d'un patient qui tousse de façon chronique. D'accord? Quelle est sa profession, son hobby et son habitat? Ça, c'est l'item environnement. Ensuite, évidemment, il est important de préciser la date de début des symptômes, puisque ça va vous permettre de savoir si c'est une toux aiguë dans votre réflexion ou si c'est une toux chronique. Je vous rappelle que le cut-off ici, chez l'adulte, c'est 3 semaines. C'est pour vous placer dans un cadre de réflexion que vous posez cette question au patient. Ensuite, quand on tousse, la question logique, c'est de savoir est-ce qu'on crache et qu'est-ce qu'on crache? L'aspect et la quantité. Alors, très important, quels sont les symptômes respiratoires associés? Y a-t-il eu des douleurs thoraciques? Donc notre patient ici se présente avec une toux et une douleur dans le thorax. Y a-t-il une dyspnée, une sensation de gêne respiratoire? Quel peut être le facteur déclenchant? Donc c'est fondamental dans l'analyse d'une toux. La position, la toux, quand on passe en position allongée le soir pour se coucher, ça se voit dans l'OAP, ça se voit aussi dans les toux lors des mouvements de liquide dans la plèvre. La toux à l'effort peut être un symptôme d'asthme, un symptôme d'insuffisance cardiaque. Donc tous ces éléments emboîtés les uns aux autres, à un moment, construisent une histoire qui, dans votre tête, doit prendre un sens. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire sortir dans ces questions. Quels sont les symptômes associés extra-respiratoires? C'est fondamental de ne pas se polariser sur l'organe pulmonaire, qui de manière générale a une sémiologie ou une présentation clinique un peu pauvre. Et existe-t-il de la fièvre? Toux et fièvre, chez un patient qui vit en ville, on part sur des problèmes d'infection communautaire. Y a-t-il une perte de poids, une asthénie? Quand on conjugue ça à une toux chronique, on pense à la tuberculose par exemple. Et
est-ce qu'il y a-t-il des manifestations allergiques? C'est un peu une répétition, mais c'est parce que dans les toux chroniques, même de l'adulte, l'asthme représente une des grandes étiologies. Donc, quelles sont les manifestations articulaires ou neurologiques qu'on peut retrouver? Précisez les éléments déterminants de votre examen clinique. Donc, l'interrogatoire, c'est quelque chose d'assez stéréotypé et ça permet de lancer des pistes. Et puis, une fois que vous avez interrogé le patient, que vous avez vu sa radio qui vous a attendu en arrivant, vous avez déjà dans votre tête 2-3 hypothèses que vous allez chercher à appuyer avec votre examen clinique. Et si là, vous dégueulez un cours, le correcteur n'y comprendra rien et puis il ne comprendra pas votre réflexion. Et tout le but de ces questions et toute la difficulté de ces questions, c'est de les aborder en montrant qu'on a un peu compris. Alors, de façon un peu systématique, le poids, la taille sont des éléments importants, d'autant plus qu'il y a quand même une ambiance carcinologique, pour ça que j'ai marqué l'indice de Karnofsky. L'examen respiratoire, c'est la base. Le patient vient pour tousser, vient parce qu'il tousse, l'ausculter et mesurer la saturation en air ambiant, c'est fondamental. Et puis, il y a quand même un problème de toux, un tabagisme, une douleur dorsale. Je pense que ça sent le cancer. Il faut rechercher des signes de syndrome cave supérieur, c'est fondamental. Mais ça, on ne peut qu'y penser que quand on a déjà la réponse à « mais quelles sont mes hypothèses ?» Et donc, pour répondre à ces questions, c'est quelles sont mes hypothèses, donc qu'est-ce que je vais rechercher et comment je vais l'organiser intellectuellement. Si vous marquez le pouls, la tension, la fièvre, la température, sans l'organiser, il n'y a pas de réflexion. Et c'est ça qui doit sortir. Je me répète, mais c'est important. Alors, l'examen neurologique, c'est fondamental. Ça va être la référence chez ce patient qui sent quand même le cancer à plein nez. Donc, notamment de l'avant-bras. Ça, on y reviendra sur la teinte radiologique. L'examen ganglionnaire, c'est fondamental. Ce patient qui vient avec une douleur dorsale haute doit avoir un examen soigné du cou, des creux susclaviculaires et du creux axillaire. Donc je vous rappelle qu'il s'examine en 4 parties, la face antérieure, la face postérieure, la face supérieure et la face thoracique. Un examen osseux de référence, c'est fondamental. Si quand vous examinez votre patient, il a une douleur à la palpation des crêtes iliaques ou une douleur à la palpation du rachis, dans votre réflexion, ça va vous orienter. Alors, interprétons la radiographie de thorax de ce patient. Donc, je vous rappelle, quand on vous dit que c'est un radiothorax, ne dites pas que c'est un radiothorax. Donc, on a une radio de thorax de face, d'accord? Et quand on regarde, la grande anomalie, c'est une asymétrie ici au niveau des apex avec une opacité. D'accord? Je vous rappelle, mot-clé, opacité. On l'a déjà vu dans le premier dossier, il faut dire ce qu'on voit. Il y a une opacité. Donc, du lobe supérieur gauche, on est bien d'accord. Elle est complètement homogène. Je vous la raye, mais j'effacerai tout à l'heure pour que vous puissiez la revoir. Quand vous dites qu'elle est homogène, vous dites au correcteur, en gros, il n'y a pas de bon programme aérique. Et puis, elle est unique, avec une plèvre complètement libre. C'est toujours la même chose. Et un médiastin qui paraît tout à fait libre aussi. La trachée, mais j'ai moins de recul que vous, est peut-être discrètement déviée, mais c'est un détail. Quand on regarde la radiographie de thorax de profil, dont on a déjà parlé dans un autre dossier, alors, on voit malheureusement pas les cul-de-sac pleuraux, mais il faudrait dire si on les voyait qui sont bien libres. La silhouette cardiaque, pour dire ce qui est normal, et puis là, on devine notre opacité, qui est vraiment une opacité, vous le voyez bien, tout homogène, du lobe supérieur gauche. Ça, vous le savez, en additionnant les deux images. Donc, c'est ce qu'on a dit, une opacité, mot-clé, de l'apex gauche, homogène, de plusieurs centimètres de diamètre, à peu près 5, sans bronchogramme aérique. Ça, je vous l'ai dit, c'est un mot important de dire qu'il n'y en a pas, parce que ça oriente, donc ça fait d'emblée penser à une masse pleine tissulaire. D'accord? On pourrait aussi dire en signe négatif, ce que je n'avais pas marqué dans la correction, non absédé. Une façon de dire, regardez, est-ce que ça ne peut pas être une tuberculose, cette chose-là?
postérieure, je vous rappelle, le profil qu'on a vu, l'opacité, pardon, c'est mal dessiné, on va recommencer. J'adore votre paperboard. L'opacité a l'air plutôt postérieure qu'antérieure. Alors, interprétons la radiographie de thorax. Donc, sur le cliché de face, on remarque tout de suite deux anomalies. 1, une opacité ici. 2, une autre opacité là. Donc, ce patient présente une opacité du lobe supérieur gauche, complètement homogène. Je vous la raye, mais je pourrais vous la réeffacer. On ne voit pas de niveau qui ferait évoquer un abcès, et on ne voit pas de dessin de la trame bronchique qui ferait évoquer de la pneumonie, par exemple. Pas de bronchogramme aérien, pas d'abcès. Cette opacité mesure à peu près 5 cm de diamètre, et celle-ci doit faire de l'ordre de 15 mm de diamètre. Si on regarde les choses qui vont maintenant, la plèvre est libre, des deux côtés, on voit bien les cul-de-sac pleuraux, et puis la silhouette médiastinale me paraît normale. Passons sur la radiographie de profil. On voit notre opacité de l'apex, et on doit pouvoir deviner notre opacité ici en pointillé. Je vous mets la crosse de l'aorte, et je pense que notre opacité pulmonaire droite, elle se projette ici. Donc, si on regarde le corrigé écrit, on a une opacité, c'est un mot-clé. On dit où elle est, à l'apex gauche. Elle est homogène de plusieurs centimètres de diamètre. Je vous rappelle que de 10 à 30 mm, ça ce sont des nodules. Inférieur à 10, ce sont des micronodules. Au-dessus, ce sont des masses en sémiologie radiologique. On a dit qu'il n'y avait pas de bronchogramme aérien. On a aussi dit qu'il n'y avait pas de niveau hydroaérique et donc ça ne ressemblait pas à un abcès, qu'elle est plutôt postérieure sur le profil. Et donc, on a envie de conclure à une masse d'allure tissulaire, mais seulement après, quand on a fait une analyse sémiologique complète. Deuxième anomalie, c'est un nodule cette fois-ci, parce qu'il est clairement aux alentours de 15 mm de diamètre sur la radio, du lobe supérieur droit, non spiculé, c'est un mot-clé en carcinologie pulmonaire, et de diamètre de 15 mm. Je me répète. On continue. Quelle est votre principale hypothèse diagnostique et quel bilan proposeriez-vous en hôpital de jour? Les choses sont relativement simples. Quelle est la principale hypothèse? C'est celle d'un carcinome bronchopulmonaire. Et que proposeriez-vous en hôpital de jour? Excusez-moi. On proposerait d'abord un bilan fonctionnel. Éventuellement, si cette tumeur devait être opérable, résécable, et donc ce bilan fonctionnel préopératoire est un bilan qui comprend des explorations fonctionnelles respiratoires avec des gaz du sang, puisque je vous rappelle qu'il y a des contre-indications qui sont liées au VEMS, qui sont liées à la PaCO2, une scintigraphie de ventilation-perfusion qui n'est pas faite pour détecter une maladie thromboembolique, mais dont l'objectif est de savoir si, par exemple, on envisage une pneumonectomie droite et qu'on regarde la ventilation et la perfusion, que 60% du débit passe à gauche et 40% ici, et même chose de la ventilation, et que c'est à peu près la même chose en perfusion, 35% de la perfusion et 65% de la perfusion à gauche. Si à l'inverse, vous voulez faire une pneumonectomie pour un nodule et que le poumon droit, assure 60% de la ventilation et 65% de la perfusion, ça va peut-être pas être possible. Donc, la scintigraphie de ventilation-perfusion est un examen qui se veut fonctionnel pour savoir quelle est la fonctionnalité du segment pulmonaire qui pourrait être retiré.
Alors, un ECG et une échographie cardiaque, c'est dans le bilan préopératoire anesthésique. Le bilan d'hémostase et le test au mini-rein, c'est évidemment pas systématique, c'est ici très particulier, puisque je vous rappelle que votre patient est atteint d'une hémophilie A mineure et que ces patients doivent avoir un test au mini-rein dont l'objectif est de libérer le facteur 8 contenu dans les cellules endothéliales, me semble-t-il. Et puis une fonction rénale, c'est toujours de bon ton. Et puis évidemment, ce qu'on aurait pu mettre en premier, et ce qui va peut-être choquer, c'est le bilan de résécabilité, dont l'objectif est de déterminer le stade TNM. Et donc, dans ce dossier, soyons modernes parce qu'il existe une indication, il faut faire un TDM thoracique pour préciser le stade T, un TDM cérébral et un PET scanner pour préciser le stade N et le stade M. Je vais y revenir. Et puis, évidemment, tout diagnostic de cancer est un diagnostic histologique. Et il faut proposer au patient une fibroscopie bronchique après son test au mini-rein en cas de biopsie pour pas qu'il ait de saignement. Je vais passer sur l'autre tableau. Petite synthèse des cancers bronchopulmonaires, non petites cellules, c'est ça dont on parle. C'est un triptyque en 3 temps, d'accord ? Le premier temps est un temps diagnostique, et je vous rappelle que c'est de l'histologie, et l'examen, c'est fibro et biopsie. Le deuxième temps est un temps de bilan d'extension, d'accord ? Et ce bilan d'extension est toujours clinique, ça on l'a déjà fait dans notre consultation, je vous le rappelle à la question 2, en examinant les os, les ganglions, l'examen neurologique de référence, et puis évidemment paraclinique. Et ce qui est particulier dans ce dossier, c'est que ce patient a clairement une bonne indication de PET scanner, et que le bilan qu'on voudrait idéal, c'est un TEP scanner plus un scan cérébral. D'accord ? Le bilan idéal, PET scanner plus scan cérébral. C'est actuellement pas vraiment disponible. Et donc, les bonnes indications du TEP scanner à l'heure actuelle, c'est les patients qui ont plusieurs nodules, comme notre patient, les patients qui vont pouvoir bénéficier d'une chirurgie parce qu'on est certain de ne pas opérer des patients qui seraient non métastatiques. Et puis, la dernière, c'est le staging N2. D'accord ? Ça, c'est le bilan idéal. Et le bilan paraclinique standard, c'est le TDM du thorax, plus le cérébral, plus les coupes sur la surrénale. Une écho du foie et la scintille osseuse, la scintille os, elle, n'est pas systématique. C'est pour le bilan morphologique. Le troisième temps est un temps thérapeutique, on en reparlera plus tard dans le dossier, mais mon message est de vous dire, faites attention dans le cancer non petites cellules. Si cette question sur le bilan d'extension coûte 10 points, par exemple, celle d'après peut aussi coûter 10 points, et elles sont clairement interdépendantes. Si vous vous trompez dans la TNM de votre patient, vous vous tromperez sur l'indication thérapeutique. Et le message ici, c'est le bilan d'extension permet de déterminer la TNM et il faut impérativement bien connaître sa TNM pour bien donner la thérapeutique. L'endoscopie bronchique est normale macroscopiquement. Vous disposez de 2 iconographies réalisées lors du bilan en hôpital de jour. Interprétez-les. Bon, alors, ces iconographies, il y a 2 examens en un. Alors, c'est un TEP scanner, donc c'est un examen morphologique et métabolique. Ça utilise du glucose marqué par un produit radioactif dont la fixation se fait
dans le cerveau. Donc, l'interprétation est impossible pour le cerveau. Et puis, normalement, ça ne fixe pas ailleurs. C'est donc un examen qui a une sensibilité excellente en une seule fois pour détecter toutes les métastases potentielles et détecter aussi et avancer sur le caractère malin d'une masse. On voit bien que la masse de l'apex de notre patient a une forte fixation métabolique et qu'il ne semble pas avoir de fixation sur le rachis, sur les surrénales. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Sur le bassin. Le cerveau, on a dit que ce n'était pas interprétable parce que ça fixait toujours. Mais on voit d'emblée qu'il existe un autre nodule qui fixe, qui est celui qu'on voyait sur la radio de thorax, qui est le nodule du lobe supérieur droit. Et donc, la deuxième iconographie, le deuxième examen, c'est la partie scanner du PET scanner, qui est un scanner thoracique normal. Donc vous voyez ici une coupe, donc on est d'accord, TDM du thorax, c'est pour la répétition. C'est une coupe parenchymateuse. On voit le poumon ici. Et donc, on voit notre opacité d'allure tissulaire accolée à l'apex pleural gauche. On la retrouve là, sur une reconstruction. Et on voit bien l'hyperfixation métabolique, qui est très évocateur de carcinome, même s'il existe des faux positifs, qui sont notamment toutes les granulomatoses. Donc ça n'affirme pas le diagnostic de carcinome, ça le renforce. Si ce nodule-là n'avait pas fixé, ça aurait été un argument pour sa bénignité. Et ça permet en un examen de faire un bilan d'extension. La bonne indication du PET scanner ici, compte tenu de la disponibilité de l'examen, c'est la présence d'un deuxième nodule. Et donc de savoir si le patient a un nodule ou deux, la masse et le nodule qui est fixé. Donc, il s'agit d'une scintigraphie par émission de positons au 18 FDG, TEP scanner, examen idéal dans le bilan d'extension des carcinomes, puisque les fixations sont, sauf rare cas, évocatrices de cancer, examen unique qui fait tout le bilan d'extension, sauf pour la tête. Donc, on note un volume, c'est le mot-clé qu'on utilise pour la sémiologie en PET scanner, présentant une forte activité métabolique. C'est un examen qui couple une imagerie anatomique, le scanner, et métabolique, qui est la fixation au 18 FDG, avec une image en cocarde, évocatrice de lésions malignes. Ça, il faut être un spécialiste pour le lire, et c'est pas ce qu'on vous demande. Il y a un volume, je vous répète, c'est le mot-clé, parenchymateux droit, c'est celui que je vous ai montré, apical du lobe inférieur. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était le lobe supérieur, et qui présente lui aussi une forte activité métabolique, dont on peut se demander si c'est un cancer synchrone ou si c'est une métastase. On ne note pas d'hyperfixation ailleurs. Diapositive suivante. Quelle stratégie diagnostique vous paraît alors la plus adaptée? Quelle précaution prenez-vous avant? C'est un peu de la répétition. La masse qu'on a vue sur les coupes scalaires du thorax, sur les coupes du scanner thoracique, sont clairement accessibles à une ponction transpariétale sous scanner. Et ce qui justifie qu'on ait absolument besoin d'une histologie, c'est que l'atteinte est multifocale et qu'elle est peut-être non accessible à une chirurgie première. Si ce patient avait une simple opacité du lobe supérieur droit avec une fibroscopie normale, comme le nôtre, et un carcinome dont l'extension serait la même qu'on voit actuellement, c'est-à-dire N0, M0, et qui serait par exemple T2, N0, M0, qui serait donc opérable, et ce patient aurait une chirurgie première, diagnostique avec un examen extemporané, et après curatrice. Ce n'est pas le cas ici, donc on va revenir à notre dossier. Notre patient a une atteinte a priori multifocale, avec une fixation lobaire supérieure droite au PET scanner, et qui est non accessible probablement à une chirurgie première. Et donc, il faut de l'histologie, puisqu'on pourrait discuter de faire de la chimiothérapie.
et que là on peut faire de la chirurgie diagnostique et éventuellement curatrice sans histologie, il est hors de question de faire de la chimiothérapie ou de la radiothérapie sans preuve histologique pour un carcinome. Et que, évidemment, c'est une excellente indication, puisque c'est une lésion tout à fait accessible. Je vous rappelle schématiquement cette reconstruction scanographique qui montrait qu'elle était tout près de l'apex et sur la coupe de scan, avec le rachis derrière, le médiastin au milieu, elle était juste là. Et il est évident que pour un radiologue expérimenté, en allongeant le patient, faire une ponction comme ça en transpariétale, ça ne représente aucune difficulté. Donc, la réponse est faisons une ponction transpariétale parce que probablement que cette maladie n'est pas opérable d'emblée et donc on va parler de chimio et de radiothérapie, donc une preuve histologique est nécessaire et que c'est une bonne indication puisqu'elle est facile d'accès. Elle serait en plein milieu du parenchyme pulmonaire, chez un patient avec des énormes bulles d'emphysème, on ne discuterait pas du tout de la même stratégie thérapeutique. Diagnostic, pardon. Quelle stratégie thérapeutique faut-il proposer après preuve histologique? Je l'ai mis en rouge, donc j'ai anticipé sur ma réponse à la question 7 en répondant à la question 6. Il faut proposer une polychimiothérapie. On peut considérer d'emblée que ce carcinome est un carcinome de stade 4 et qu'il est M1 puisqu'il a une atteinte contralatérale. Et donc, que cette polychimiothérapie repose sur un sel de platine, c'est la drogue de référence du cancer du poumon. Il vous faut impérativement en connaître le nom, c'est un mot-clé, et évidemment en connaître les effets secondaires. On ne peut pas tout faire en une conférence en DCEM4, mais il vous faut impérativement savoir que le sel de platine est la drogue de référence du poumon, comme c'est pour l'ovaire. Et la seconde drogue est choisie en fonction des comorbidités du patient. Ça peut être du Gemzar, de la Navelbine, enfin, plein de drogues dont vous n'avez pas vraiment, à mon sens, à vous préoccuper. On peut aussi proposer une radiothérapie externe gauche sur le creux axillaire qui permettrait d'être éventuellement déjà antalgique chez ce patient.